sommaire de cette édition en religion, la première édition de la Convention nationale des femmes du miracle a eu lieu ce dimanche 5 juin 2016 dans la commune du Plateau. Actualité africaine au Bénin, une relance de l'agriculture durable. Actualité internationale en Belgique, une collision entre deux trains fait au moins 3 morts. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de choisir The Blessing Channel. Nous l'ouvrons par la religion en Côte d'Ivoire. La première édition de la Convention nationale des femmes de miracle a eu lieu ce dimanche 5 juin 2016 dans la commune du Plateau. La servante de Dieu, Maman Tania, était l'oratrice principale. Revivons ensemble les temps forts. De femmes inconnues au trône, tel était le thème bien exploité à l'occasion de la première convention nationale des femmes des miracles. Ce sont les locaux de la Kestab de la commune du Plateau qui ont abrité cette première édition ce dimanche 5 juin 2016. Un programme spécial qui a réuni plusieurs femmes issues des différentes régions où sont implantées l'église Ambassade des Miracles. En témoigne ce défilé. Après ces différentes articulations et moments de réjouissance, place à la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Le soin a été laissé à la servante de Dieu, Maman Tania, qui a boosté la foi des femmes à travers ce message fort. Tu t'es marié dans la même case. Tes amis sont venus. Elles sont parties à Abidjan. Ça fait que toi-même, tu crois même plus que tu peux sortir de cette case. Et toute ta vie a été bâtie autour de cette case. Mais pendant ces 3 jours, tout ce que j'ai eu envie de vous dire, c'est que toi aussi ta vie va avancer. C'est que toi aussi ta vie va évoluer. Tu ne resteras pas au même niveau. Tu es venu de femmes inconnues, mais tu retourneras sur un nouveau trône. Tu es venu de femmes sans nom, mais tu retourneras dans une nouvelle position. Esther était inconnue. Esther n'avait pas de nom. Mais lorsque l'Éternel s'est levé en sa faveur, le Dieu que nous adorons, le Dieu tout-puissant, celui qui fait de nos défis ses défis, celui qui prend le pauvre de la poussière et le fait asseoir à la table des riches, a changé l'identité d'Esther. Il y a 3 jours, je t'ai appelé Jephthé, mais ce matin, je t'appelle Esther. Je déclare que tu seras assis sur un trône, tu seras assis sur un trône, tu seras assis sur un trône, tu seras assis sur un trône. C'est dans cette belle ambiance que cette première convention nationale des femmes du miracle a pris fin. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. Nous restons toujours en religion. La 10e promotion couronne de vie de l'Institut charismatique évangélique du Millénium a été honorée lors de la cérémonie de remise de diplôme qui s'est tenue au siège de l'église Saint-Indilgo de la commune de Trècheville. Nadine Excel et Yaoukwadio pour le reportage. Le samedi 4 juin dernier restera une journée mémorable pour les fidèles de l'église Saint-Égidio de Trècheville. En effet, cette date marquait la remise de diplôme aux étudiants de la 10e promotion de l'Institut charismatique évangélique du Millénium du docteur Tofo Bertin. Parents, amis et connaissances sont venus apporter leur soutien aux nouveaux diplômés. Après la louange et la présentation des invités, place à la prédication avec le docteur Tofo Bertin, premier responsable de l'ICM, sur le thème « Les 7 couronnes de vie ». Parlant de couronne pour dire qu'il y a une récompense palpable, concrète, touchable, mesurable, calculable avec Jésus. La Bible, à l'instar de l'islamisme, prend 7 précieuses couronnes de l'éternité. 7 précieuses couronnes de l'éternité. Elle commence toujours par la couronne de gloire. La couronne de gloire. Et cette couronne, vous savez que pour avoir une couronne, comme dit Paul, que la célèbre n'est pas couronnée si tu as combattu suivant les règles. Mes amis, il y a des règles pour obtenir une couronne de récompense. Il y a des règles. Si vous n'avez pas de règles, si vous ne suivez pas les règles, si vous n'observez pas les règles, vous ne pouvez pas être couronné. La couronne de gloire s'offre gracieusement à tous ceux qui ont abandonné leur ancienne nature. Vint ensuite le moment tant attendu
attendu, la remise de diplôme aux étudiants par le parrain de la cérémonie, suivi de leur consécration. Satisfait de la réussite de cette cérémonie, le docteur Tofo Bertin n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments. Et depuis 18 ans, nous faisons la sortie. Chaque année, nous sommes dans la 10e promotion par la grâce de Dieu, comme vous l'avez vu vous-même, pour implanter, n'est-ce pas, l'évangile vrai. Au moment où beaucoup de choses pullulent de part et de partout, il faille que l'évangile vrai, la vraie foi, la vraie adoration reviennent dans l'église. Que l'église soit sainte et sans tache, sans ride. C'est sur une note de gaieté qu'a pris fin cette belle cérémonie. Le siège des églises baptistes œuvre mission de la commune de Yopougon dans le district d'Abidjan a abrité la conférence des Danites d'Eburni le jeudi 2 juin dernier avec le docteur Yahye Dion Robert. Suivons cet élément. C'est en présence d'un parterre de personnalités composé de chefs coutumiers, d'autorités administratives et ecclésiastiques que s'est déroulée la conférence des Danites d'Eburni. Cette conférence, initiée par le mouvement dénommé les Danites d'Eburni, s'est déroulée au siège des églises baptistes œuvre et mission situées dans la commune de Yopougon. En tant qu'orateur principal de cette conférence, le docteur Yahye Dion Robert de développer le thème fixé pour cette conférence, les Danites d'Eburni. Débutant par l'origine du peuple Dan de Côte d'Ivoire, le docteur Dion Robert a démontré le lien de parenté qui relie le peuple Dan à l'une des 12 tribus d'Israël. Sous la conduite du patriarche Gédéon, c'est le nom, celui qui est parti de l'Écriture s'appelle Gédéon. Il a dirigé cette diaspora de l'Éthiopie vers l'Afrique de l'Ouest. Selon le conférencier, le 5e fils de Jacob, prénommé Dan, serait l'ancêtre du peuple Dan de Côte d'Ivoire. En effet, après sa déportation en Éthiopie, une partie de ses descendants est venue s'installer à l'ouest de notre pays. L'association Les Danites d'Eburni a pour objectif premier de rappeler au peuple Dan de Côte d'Ivoire ses origines israéliennes et le rôle prépondérant que cela lui confère dans la société. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité africaine avec le Bénin, le rapport du développement humain au Bénin, publié par le Programme des Nations Unies pour le développement, a été l'occasion de faire l'état des lieux du secteur agricole béninois. Les terres béninoises sont encore riches et sont donc capables de fournir assez de produits vivriers et maraîchers afin d'assurer la sécurité alimentaire aux 10 millions d'âmes humaines qui vivent au Bénin. Mais pour en arriver là, il faudra changer de stratégie. L'agriculture domestique ne peut permettre d'atteindre pleinement le deuxième objectif consigné dans les ODD, les objectifs du développement durable des Nations Unies. En 2015 au Bénin, d'après le rapport sur le développement humain, 59% de Béninois ont eu accès à une alimentation acceptable et 18% ont été mal nourris. Ces statistiques montrent que le Bénin n'est pas dans la zone rouge.
Dès lors, que faire pour améliorer le taux de l'alimentation acceptable? Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a, disons, des fonctionnaires, des gens relativement nantis qui ont acquis des terres. Ces terres doivent être mises en exploitation pour une agriculture intensifiée qui utilise les méthodes modernes. Et moi, je pense que dans ce domaine, l'État a beaucoup à faire, à aider ces agriculteurs que j'appellerai ces futurs agriculteurs modernes à accéder aux tracteurs, aux autres équipements pour emblaver de grandes superficies pouvant utiliser toutes les méthodes techniques de façon à avoir des rendements ailleurs et à véritablement augmenter la production agricole pour nous mettre à l'abri des effets pervers de l'insécurité alimentaire et également dégager des surplus qui feront l'objet d'exportation. Il faut donc penser à une stratégie qui va booster l'agriculture durable. Lors de la réception du rapport sur le développement humain, Abdoulaye Biotchane, grand commis de l'État, rappelle que le Bénin dispose de la deuxième vallée la plus riche d'Afrique après celle du Nil. Il s'agit de la vallée de l'Ouémé. Pour le ministre d'État béninois en charge du plan et du développement, le gouvernement de Patrice Talon a prévu de relancer l'agriculture pour en faire un levier de développement. Merci, monsieur le ministre d'État. Nous allons créer une agence de développement agricole pour la définition et la mise en œuvre rapide de programmes ambitieux spécifiques par filière et par région. Le programme de développement agricole sera conduit suivant une stratégie de territorialisation basée sur les caractéristiques écologiques et climatiques des différentes régions de notre pays. L'État mettra à la disposition des exploitants agricoles des machines et outillages modernes pour accroître les rendements et réduire la pénibilité. À l'horizon 2021, le Bénin sera un grand pays agricole d'après Abdoulaye Biotchane. Si l'agriculture béninoise prend une autre envergure, ce sera au grand bonheur du Béninois qui verra son indice de développement humain augmenter considérablement. Au Togo, le Premier ministre Komi Klassou a inauguré ce lundi 6 juin 2016 un dépôt de matériel d'urgence pour 6 pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre Komi Klassou a inauguré hier un dépôt de matériel d'urgence pour 6 pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Un grand magasin à la sortie de Tsévié, à 30 km au nord de la capitale Lomé, a été transformé en un vaste entrepôt. Un entrepôt qui stockera du matériel de secours comme des motopompes, des générateurs ou du matériel sanitaire. Ce dépôt régional permettra au Bénin, à la Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Niger et au Togo de solliciter des aides matérielles en cas de catastrophe comme la sécheresse ou les inondations. Que ce soit en cas d'inondation ou de sécheresse, comme vous le savez très bien, je pense, ce sont des événements qui demandent une réponse très rapide, très réactive et des équipements particuliers. Et avec le stockage qu'on a ici, le pays sera en meilleure position pour répondre ici au niveau du Togo, mais aussi pour les pays dans la sous-région de la CEDEAO. Ça leur permet aussi d'avoir un storage où ils peuvent trouver le matériel qu'il leur faut pour répondre aux mêmes urgences dans leur pays. Donc c'est une approche sous-régionale pour partager les équipements. L'actualité internationale à présent, en Belgique, 3 personnes sont mortes, 9 autres ont été blessées lors de la collision qui a eu lieu entre 2 trains dans ce pays sur la ligne reliant ainsi Namur à Liège en Belgique. Précisément, plus de détails dans cet élément. Les témoins parlent d'un choc très violent et de scènes de chaos. Hier soir, peu après 23h, un train de voyageurs a percuté un convoi de marchandises sur la ligne reliant Namur à Liège en Belgique. 3 personnes sont mortes et 9 autres ont été blessées. Certaines sont dans un état critique. L'accident a eu lieu à Hermal-sous-Buis en Wallonie. Les explications de la porte-parole de la compagnie ferroviaire.
Tous les blessés ont été évacués. Pour le moment, les enquêteurs sont sur place évidemment pour déterminer les causes de l'accident et par la suite évidemment on évacuera le matériel abîmé. Le train de marchandises était à l'arrêt lorsque celui transportant une quarantaine de passagers l'a percuté arrivant à vive allure. Signe de la violence du choc, les 2 premières voitures ont déraillé. Des voyageurs ont dû être désincarcérés. Parlons à présent d'élections en Autriche, mécontent des résultats des récentes élections présidentielles qui ont eu lieu dans ce pays. L'extrême droite a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Cela intervient seulement 15 jours après la victoire à l'arraché du candidat écologiste. L'extrême droite autrichienne contre-attaque. 15 jours après la victoire à l'arraché du candidat écologiste aux élections présidentielles, le président du FPO, le parti d'extrême droite, a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Le 22 mai, au terme d'un comptage des voix extrêmement serré, le candidat du FPO avait dû s'incliner face à Alexander Van der Bellen, qui avait été déclaré vainqueur avec 50,3% des suffrages. Le FPO conteste les modalités des votes par correspondance. À quelques jours d'un référendum historique sur l'avenir du Royaume-Uni dans l'Union européenne, le Premier ministre David Cameron fait main et pieds pour faire plancher la balance du côté de l'Europe. À 2 semaines d'un référendum historique sur l'avenir du Royaume-Uni dans l'UE, toujours aucune certitude. Au lendemain d'un sondage donnant le Brexit vainqueur avec 51%, le Premier ministre David Cameron retrousse ses manches pour faire pencher la balance du côté de l'Europe. Ce mardi, il a répondu aux questions de ses concitoyens sur la chaîne ITV. Et voilà ce qui se passe si l'on sort. Bien sûr, nous voudrons toujours vendre à l'intérieur du marché unique, dit-il. Nous devrons donc suivre les lois de Bruxelles, mais nous ne serons pas autour de la table. Nous allons donc garder la tête et les oreilles collées à la vitre pour tenter de savoir ce qui se passe du côté des 27 qui feront les lois qui affectent notre pays. Nigel Farage, le leader europhobe de l'UKIP, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, lui a succédé sur le plateau. L'eurozone est une catastrophe, dit-il. Regardez ce qu'ils ont fait à la Grèce et aux pays méditerranéens. La crise des migrants divise les pays, divise même à l'intérieur des pays et bouleverse la politique. Il n'y a plus d'argent et pourtant ils continuent d'économiser pour annoncer au lendemain de notre référendum la création d'une armée européenne et une hausse du budget de l'Europe. Le projet ne marche pas. Cet affrontement indirect a eu lieu dans les dernières heures précédant la fermeture des inscriptions sur les listes électorales. Les 2 camps n'ont dès lors plus qu'un objectif, convaincre les 10% d'indécis. Nous restons toujours en Europe avec l'Allemagne où un centre de réfugiés a été ravagé par un incendie énorme. Il faut préciser que 70 pompiers du Düsseldorf sont venus évacuer et prendre en charge au total 182 personnes qui logeaient dans ce centre. Une colonne de fumée gigantesque. 70 pompiers de Düsseldorf ont dû combattre un feu très important touchant un bâtiment transformé en centre de réfugiés. 2 réfugiés au moins ont été arrêtés par la police, soupçonnés de l'incendie. Lorsque les équipes de pompiers sont arrivées, le hall était envahi par les flammes, explique ce porte-parole des pompiers. Il y avait beaucoup de fumée visible à des kilomètres. Tous ceux qui étaient dedans, les 182 personnes, ont été évacués et pris en charge. Une trentaine de personnes ont dû être soignées pour intoxication. Ce centre abrite temporairement des réfugiés qui attendent une relocalisation dans cette région de l'ouest de l'Allemagne. Direction à présent les États-Unis, parlons d'élections présidentielles. Malgré sa défaite dans l'État de Californie, Bernie Sanders ne s'avoue pas vaincu pour autant. À Santa Monica, il a rappelé au temps Clinton que l'heure des négociations avait ainsi sonné et d'ici juillet prochain pour la prochaine investiture démocrate. Il a perdu et il le sait. Après la victoire d'Hillary Clinton en Californie, mardi, Bernie Sanders ne sera pas le candidat des démocrates dans la course à la présidentielle américaine. Mais Bernie Sanders n'entend pas baisser les bras. À Santa Monica, il a rappelé au camp Clinton que l'heure des négociations avait sonné d'ici à la prochaine investiture démocrate en juillet prochain. Nous allons nous battre durement pour remporter la prochaine primaire de Washington.
Et nous poursuivrons notre combat pour la justice sociale, économique, raciale et environnementale jusqu'à Philadelphie. S'il ne fait aucun doute qu'il se désistera pour faire battre Donald Trump, Bernie Sanders va monnayer chèrement son soutien. L'enjeu est de taille. Il va maintenant falloir convaincre ses partisans, des millions de jeunes Américains très hostiles à Hillary Clinton, à voter pour elle. Parlons à présent de climat dans cette édition d'information. Le dioxyde de carbone, gaz à effet de serre, est l'un des principaux responsables de l'acidification des océans. Il faut le dire, les coraux, mollusques et échinodermes sont les plus affectés par l'acidification des océans qui réduit ainsi leur rythme de croissance et leur taux de suivi. Pour mieux comprendre cela, suivons cette vidéographie. Le dioxyde de carbone, gaz à effet de serre, est l'un des principaux responsables de l'acidification des océans. Si une partie du CO2 émis reste dans l'atmosphère, 25% est absorbé par les océans. Au total, 2,2 milliards de tonnes de CO2 se dissolvent dans la mer chaque année. Ce CO2 rend les eaux plus acides. En 300 ans, le pH des océans est passé de 8,2 à 8,1. Vers 2100, il devrait se situer entre 7,7 et 7,9 selon les estimations. Si ce changement peut paraître minime, il a un impact considérable sur les écosystèmes marins. Il est plus difficile pour de nombreux organismes marins de bâtir des coquilles ou des exosquelettes à base de calcaire. Le CO2 dissous peut également perturber la photosynthèse du phytoplancton qui représente 99% de la matière organique marine. Il pourrait, par ailleurs, favoriser la pousse de certaines algues et végétaux. Nous ouvrons à présent le chapitre sport de cette édition d'information. L'Euro 2016 débute ce vendredi. En France, pour les joueurs de foot, comme pour tous les autres athlètes, les risques de blessures font partie du jeu de football. L'entorse de la cheville, nous le suivons dans cette image. Pour les joueurs de foot, comme pour les autres athlètes, les risques de blessures font partie du jeu. La plupart des joueurs souffrent d'entorse à la cheville. Cela peut arriver lorsqu'ils pivotent ou zigzaguent trop rapidement. Le pied se tord sur un côté, endommageant les ligaments et tissus qui supportent la cheville. Sur la partie interne, le ligament deltoïde. Sur la partie externe, le ligament latéral. Devant et derrière, la surface articulaire qui relie la cheville aux deux os de la jambe, tibia et péroné, les ligaments tibiofibulaires. La plupart du temps, une foulure se produit lorsque les ligaments talofibulaires antérieurs et calcanéofibulaires latéral s'étirent exagérément ou se déchirent. Une fois le gonflement articulaire réduit, les soins vont du repos au port d'une attelle, en passant par des exercices de rééducation avec des béquilles et, dans les cas les plus graves, la chirurgie. Nous terminons toujours dans le sport avec cette information capitale. Le Chinois Suning s'offre l'Inter de Milan au terme d'une transaction de 270 millions d'euros. Le groupe chinois Suning, spécialisé dans la distribution de produits électroniques et électroménagers, vient d'acquérir 68,55% des parts de l'Inter de Milan. Suivons ce reportage. Le mariage est acté entre Suning et l'Inter Milan. Le groupe chinois spécialisé dans la distribution de produits électroniques et électroménagers a acquis 68% des parts du club lombard, montant estimé de la transaction 270 millions d'euros. Suning pourra à terme contrôler 100% de l'Inter, un géant du foot en Italie qui a remporté 18 fois le championnat et 3 fois la Ligue des Champions. L'arrivée de ce nouvel actionnaire sonne comme une bouffée d'oxygène pour le club interiste confronté à de lourdes dettes. Cette acquisition confirme aussi l'appétit des Chinois pour le football européen. L'autre club milanais, l'AC Milan, pourrait passer lui aussi sous pavillon chinois. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.